Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble un des outils les plus importants du machine learning, la fameuse régression logistique. Alors, voilà le plan. On va commencer par voir pourquoi une simple ligne droite ne fait pas l'affaire. Ensuite, on découvrira la solution qui, elle, fonctionne. On verra comment le modèle apprend, comment on peut juger s'il est bon ou pas. On ira un peu plus loin que les bases. Et enfin, on verra comment tout ça s'assemble dans un cas concret. Première étape, donc, une ligne, ça ne suffit pas. Avant de sauter sur la solution, c'est super important de bien comprendre le problème. Pourquoi est-ce que l'idée la plus simple, la régression linéaire, se plante complètement quand on essaie de faire de la classification? Bon, imaginons un truc simple. On veut classer des gens en deux groupes. En surpoids, qu'on note 1, ou pas en surpoids, noté 0. Si on essaie de tracer une ligne droite pour séparer les deux, comme on le ferait en régression linéaire, eh bien, rien n'empêche cette ligne de prédire une valeur de 1,5 ou de moins 0,2. Et là, c'est le drame. Ces chiffres ne veulent absolument rien dire. Ça ne ressemble pas du tout à des probabilités. Ok, mais alors pourquoi ça coince à ce point? Pourquoi cette approche si simple est-elle si mauvaise ici? En fait, il y a plusieurs problèmes, et ils sont assez sérieux. Le vrai souci, c'est que la ligne droite n'a aucune limite. Elle peut filer à l'infini vers le haut ou vers le bas, ce qui nous donne des résultats impossibles à interpréter comme une chance, une probabilité. Et pour ne rien arranger, il suffit d'un seul point un peu bizarre, une valeur aberrante, pour que toute la ligne soit tirée de travers et que le modèle devienne complètement inutile. On passe à la deuxième partie, la magie des probabilités. La ligne droite, c'est un échec, on l'a vu. Il nous faut donc un outil un peu plus malin, et c'est là qu'entre en scène la fonction sigmoïde. C'est elle qui va tout changer. Et voilà la star de la régression logistique, la fonction sigmoïde. C'est cette drôle de courbe en forme de S. Sa particularité, qui est juste géniale, c'est que peu importe le nombre qu'on lui donne en entrée, qu'il soit immense ou tout petit en négatif, à la sortie, elle renverra toujours, systématiquement, une valeur entre 0 et 1. Si on regarde la formule, au cœur, on retrouve notre équation de ligne droite. Mais en l'emballant dans cette fonction sigmoïde, tout change. On ne prédit plus une valeur brute, mais bien la probabilité que notre donnée appartienne à la classe 1. Et voilà comment on transforme une ligne qui part dans tous les sens en une belle courbe de probabilité. Du coup, pour faire une prédiction, c'est très simple. D'abord, on calcule le score avec notre équation linéaire, ensuite on passe ce score dans la moulinette de la sigmoïde pour obtenir une probabilité, et enfin, on décide. Si la probabilité est au-dessus de 0,5, on dit que c'est la classe 1, sinon c'est la classe 0. C'est ce processus hyper simple qui rend ce modèle si populaire. Troisième partie, l'apprentissage. Bon, on a la bonne fonction, c'est super. Mais comment le modèle fait-il pour trouver les bons paramètres, les bons coefficients pour l'équation, afin que ses prédictions soient les plus justes possibles? C'est tout l'enjeu de l'apprentissage. Ce processus s'appelle la descente de gradient. Et pour bien comprendre, l'analogie de la rivière est juste parfaite. Imaginez un paysage de montagne où l'altitude représente l'erreur du modèle. Le but du jeu, c'est de trouver le point le plus bas, la mer, là où l'erreur est la plus petite possible. Et comment on fait pour descendre? C'est simple. L'algorithme regarde autour de lui, il sent la direction de la pente la plus forte, le gradient, et hop, il fait un petit pas vers le bas. Et il répète, pas après pas, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus descendre. Il a trouvé le minimum. Sauf que bien sûr, ce voyage vers la mer n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il peut y avoir pas mal d'obstacles sur la route. Le chemin est même parfois semé d'embûches. Si les pas sont trop petits, l'apprentissage dure une éternité. S'ils sont trop grands, on risque de sauter carrément par-dessus la solution. Et pire encore, le modèle peut se retrouver bloqué sur un plateau, une zone toute plate ou dans une petite vallée, un minimum local, en pensant avoir trouvé la meilleure solution alors que non. Heureusement, il y a une astuce pour ça. On peut ajouter du momentum. C'est comme donner une petite impulsion, un peu d'élan à notre algorithme pour l'aider à traverser les zones plates et à ne pas rester coincé dans les petites vallées. Quatrième partie, l'évaluation. Notre modèle a fini son entraînement. Il a trouvé des paramètres qui, on l'espère, sont bons. Mais comment on sait s'il est vraiment performant? Comment on le note? Pour ça, il nous faut des outils de mesure. L'outil numéro 1 pour ça, c'est la matrice de confusion. Le nom peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est juste un tableau hyper pratique qui nous montre en détail où le modèle a eu raison, et surtout, où et comment il s'est trompé. En gros, on compare les prédictions du modèle avec la réalité, on a donc les cas où il a eu bon, les vrais positifs et vrais négatifs, et surtout on a les deux types d'erreurs possibles, les faux positifs et les faux négatifs. C'est vraiment cette distinction entre les deux types d'erreurs qui est super importante. Et à partir de cette matrice, on peut calculer des notes. L'accuracy, c'est un peu la moyenne générale. Mais la précision et le rappel sont beaucoup plus fins. La précision demande « Quand tu dis que c'est positif, as-tu raison ?» Alors que le rappel demande « As-tu bien trouvé tous les cas qui étaient vraiment positifs ?» Ce n'est pas du tout la même chose, et selon le problème, l'une sera plus importante que l'autre.
Allez, 5e partie. On a vu les bases, mais on peut pousser la régression logistique encore plus loin pour l'adapter à des problèmes plus compliqués que juste oui ou non. On peut par exemple utiliser ce qu'on appelle la régularisation. C'est un peu comme mettre un garde-fou au modèle pour l'empêcher de devenir trop compliqué et de tricher en apprenant par cœur. Ça l'aide à mieux fonctionner sur des données qu'il n'a jamais vues. Et on peut aussi l'adapter pour qu'il puisse choisir non pas entre 2, mais entre 3, 4 ou même plus de catégories différentes. Et voilà, dernière partie. À cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, ça ressemble à quoi d'utiliser la régression logistique dans un vrai projet avec une bibliothèque connue comme scikit-learn? Eh bien voilà la recette classique. D'abord, on prépare les ingrédients, on nettoie les données, on les met en forme, ensuite on crée notre modèle, puis vient l'étape clé, l'entraînement, où on cherche les meilleurs réglages possibles. Et enfin, on passe à la dégustation, on évalue sa performance sur des données toutes neuves pour voir s'il est vraiment bon. Voilà, c'est ça la régression logistique. C'est un algorithme simple, on comprend ce qu'il fait et surtout il est super efficace. C'est vraiment la porte d'entrée idéale dans le monde du machine learning. Maintenant que cet outil est à disposition, la vraie question est: par quoi commencer ?